BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les contemporains, les témoins de ce monde futur qui est en train de se bâtir. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos chaque vendredi. Et nos NFT, nos talents non fongibles, sont au rendez-vous comme chaque semaine. Claire Balva, VP Stratégie de Debloc. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Et Owen Simonien, alias Asher. Bonjour Owen. Depuis vos bureaux de Mérien, on est ravis l'un et l'autre de vous retrouver. On va parcourir les grands titres de la semaine, bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine, des records également d'ailleurs sur les cryptos. Même si là, le Bitcoin recule un peu, on est à peu près 108 000, mais quand même, quel record on l'a vécu et battu encore cette semaine. Xavier Fenot est avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Bon là, ça recule un peu parce que Donald Trump s'est levé du très très mauvais pied aujourd'hui en parlant de droits de douane de 50% sur l'Europe, 25% sur Apple. Là, il y va à fond. Dès le réveil, Donald Trump, ça fait plonger le marché traditionnel et Bitcoin aussi après de beaux records hier. Oui, pour autant, tous les voyants sont verts sur Bitcoin. En fait, on le répète finalement semaine après semaine ici. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect technique, toujours enthousiaste pour la suite. Donc, on tenait déjà les 75 000 $, puis maintenant les 102 000 $. Avec, donc l'objectif et la perspective, c'était déjà de faire des nouveaux records historiques des ATH. Bon, c'est fait. Au-delà de l'enthousiasme qui a été renouvelé du marché, finalement, grâce à Spectra sur Ethereum il y a 2 semaines, on en avait parlé ici, qui a enjoué tout le marché crypto, il y a une chose qui est en train de changer. Ça fait un moment, finalement, qu'on n'en avait pas parlé parce que c'était clairement pas le cas. Et je parle souvent de mimétisme avec les marchés traditionnels, tels finalement une classe d'actifs risqués. Sauf que depuis cette semaine, on peut rouvrir la piste de Bitcoin hors numérique. Pas qu'on l'avait fermé, mais je m'explique. Avec les problèmes de taux d'intérêt qui s'envolent, on a eu des adjudications sur 20 ans de dette américaine ou au Japon cette semaine qui n'ont pas été à l'auteur des attentes. Ça a provoqué déjà une baisse de Wall Street mercredi soir à cause de ça justement. Du spectre peut-être de comment les banques centrales vont faire pour gérer tout ça. Et même si, il n'y a pas vraiment d'inquiétude forte pour le moment sur les marchés traditionnels, de cette question, il y a quoi comme alternative moins dépendante finalement de tout ça? Les investisseurs sont en mesure de se dire, encore plus aujourd'hui, peut-être que se diversifier sur Bitcoin, c'est une bonne piste, sachant qu'il avait montré déjà qu'il résistait bien quand le SP500 et le Nasdaq perdaient moins 20% à la mise en place des droits de douane de Trump. Et en plus, donc je le disais, de l'aspect technique toujours positif, le Bitcoin est en train encore plus cette semaine de se détacher peut-être de ces problématiques du moment, et je dirais même en profiter. En tout cas, c'est ce qui monte cette semaine. Alors, moins 3%, vous l'avez dit, effectivement, il y a une nouvelle chute depuis une heure sur le SP500, donc je prends en considération les contrats futurs, puisque les marchés américains n'ont pas encore ouvert, plus 5% sur Bitcoin depuis vendredi dernier. Donc maintenant, il faut que le Bitcoin finalement le monte sur la durée. Une semaine, c'est pas suffisant. Donc vous l'avez dit, depuis une heure avec l'offensive de Trump sur l'Union européenne, donc 50% de droits de douane au 1er juin, c'est reparti. Ça impacte aussi bien les marchés traditionnels que crypto, avec donc 2 points de repère maintenant sur Bitcoin, 102 000 $ à tenir à court terme, 88 000 $ à moyen terme. Et comme objectif, pourquoi pas, les 140 000 $, parce que techniquement, c'est le report du rand dans lequel il a été depuis le début de l'année et dont Bitcoin vient à peine de sortir. Important d'avoir les seuils en tête. Et sur Ether, comment vous le sentez, le potentiel Ether on ne va pas dire rattraper une partie de son retard, parce qu'il reste important le retard, mais quand même un peu surperformé récemment. Est-ce que dans la séance du jour, qui est intéressante, parce que Donald Trump met tout le marché de mauvaise humeur, là, et Bitcoin recule, est-ce qu'Ether s'en sort un peu mieux ou pas, Xavier? Il garde le cap qu'il a enclenché il y a 2 semaines, donc on l'a dit avec le break de Spectra. Alors même si Ether est finalement en considération latérale depuis finalement cette vive impulsion haussière au-delà des 2500 $, ça reste positif tant qu'il tient les 2400 $. Il construit en fait depuis ce socle, on peut considérer ça comme un nouvel étage, indispensable pour relancer ensuite, avec, j'ai toujours comme objectif 3100 $. Un peu de patience pour autant, alors vous l'avez dit, il vient de faire quasiment quand même x2 en même pas 2 mois. Il faut continuer à rester vigilant et pour autant, je reste enthousiaste. Merci beaucoup. Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading. Au cœur des pros des cryptos cette semaine, quand même, ces nouveaux records effectivement spectaculaires battus. 111 000, plus de 111 000 pour le Bitcoin. Les pros décrypteront cette convergence de fondamentaux qui porte le Bitcoin et courants ascendants sont-ils partis pour durer? On parlera aussi du secteur bancaire qui s'active autour des stablecoins et SG Forge notamment. SG Forge, d'après The Big Whale, va lancer un stablecoin sur une blockchain publique. Ce serait une première mondiale de la part d'une banque. Et puis toujours ces enjeux autour de la sécurité. La France est-elle le cancre mondial de la sécurité dans les cryptos? Depuis le début de l'année, c'est en France qu'on recense le plus d'agressions dans l'univers crypto rapporté au nombre d'habitants. On en parlera aussi et on analysera à nouveau les décisions de nos politiques pour tenter de limiter la casse. On va le dire comme ça. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Les pros des cryptos s'enclenchent. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Owen Asher avec nous très régulièrement au cœur des pros des cryptos depuis bientôt 5 ans. Owen, le temps passe, ça passe effectivement. Et puis bien sûr Claire qui nous accompagne aussi quasiment depuis le début pour De Block. Alors vous n'étiez pas toujours De Block, maintenant vous êtes VP stratégie de Block et alors vous avez bien choisi votre maison parce que dites donc, c'est peut-être d'ailleurs parce que vous êtes arrivé, je ne sais pas, mais vous venez d'obtenir la licence MiCA en France et ça c'est pas rien Claire, félicitations. Et oui, c'est pas rien. Alors je suis évidemment super contente pour nous, mais aussi parce que c'est le premier agrément MiCA qui est délivré en France. Donc c'est un super signal parce que ça fait des mois que les acteurs crypto attendent qu'il y ait enfin des agréments MiCA en France. Et je pense qu'il y avait cette frustration parce qu'on voit que d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas en délivrent. Et donc c'est génial pour des blocs. Je pense aussi que c'est un bon signal pour le secteur crypto dans son ensemble. Donc voilà, moi, très contente pour des blocs, ça va nous permettre d'aller en Europe. Et on va voir aussi quels seront les prochains acteurs. J'espère qu'on ne restera pas longtemps les seuls à être agréés dans les prochaines semaines. Oui, effectivement, voilà, vous êtes le premier en tout cas, premier prestataire de service à obtenir cette licence MiCA en France. Dans un contexte porteur, on voit déjà que de plus en plus d'acteurs sont conformes à ces réglementations. C'est bien, ça va sans doute rassurer un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et puis parallèlement, les cryptos qui battent des records. Et ça aussi, c'est toujours mieux quand les courants sont ascendants. Ces records du Bitcoin cette semaine, Owen, est-ce qu'ils vous semblent plus solides? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise au cœur de ces records quand vous les voyez battus jour après jour qu'à l'automne dernier où ensuite on avait un peu replongé? Est-ce que là, ça vous semble un peu plus durable? Je trouve que les bases sont plus solides, mais j'allais parler de fragilité puisque tout dépend malgré tout de la stabilité qui était en train d'arriver aux États-Unis, notamment sur l'assouplissement du discours de Donald Trump, notamment sur les tarifs douaniers. Et quelques minutes avant le début de notre émission des pros des cryptos de la semaine, on se retrouve avec Donald Trump qui fait cette annonce de potentiellement 50% sur l'Union européenne et donc naturellement de la panique. Bitcoin qui perd un peu de valeur, l'Ether qui rend $150 de sa performance en quelques minutes. Bref, oui, la base est selon moi plus solide et différente. Les États-Unis sont bel et bien en train de mettre un cadre beaucoup plus transparent et beaucoup plus clair pour les crypto-monnaies, que ce soit les termes de la fiscalité, que ce soit les obligations de certaines institutions aux États-Unis, que ce soit le nouveau directeur de la Security Exchange Commission, qui visiblement semble venir confirmer la volonté de Donald Trump de prendre une position qui est pro-crypto. Ça, c'est vrai, c'était des promesses à l'époque, ce sont aujourd'hui des choses qui deviennent concrètes. Malgré tout, et on vient de le voir, les fluctuations du marché, de façon beaucoup plus généraliste d'ailleurs, qui peuvent affecter la bourse, affectent également les crypto-monnaies en ce moment. Et même si on a des attentes sur une potentielle baisse des taux d'intérêt directeurs depuis que l'inflation semble se calmer aux États-Unis, et ça peut être prometteur pour les actifs à risque et donc les crypto-monnaies, malgré tout, et on vient de le voir, c'est toujours la politique américaine qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Et ils peuvent affecter les crypto-monnaies à la baisse aussi rapidement qu'elles sont remontées. C'est ça, on passe de 111 hier, $111 000 sur le Bitcoin à 108 aujourd'hui. C'est pas la cata. Et il y a 3 jours, on aurait été très très content d'être à $108 000. Mais voilà, c'est vrai que Donald Trump s'est levé de mauvaise humeur et il emporte avec lui l'ensemble du marché clair. Oui, Owen le disait, c'est sûr que les États-Unis ont une énorme influence aujourd'hui, en tout cas dans leur politique, dans ce qui se passe sur Bitcoin. On est quand même sur des bases nettement plus solides parce que la première fois qu'on a passé les $100 000, il y avait ce côté symbolique, il y avait une euphorie beaucoup plus grande sur les marchés que ce qu'on ressent, en tout cas aujourd'hui quand on est dans la crypto. Je voudrais quand même nuancer ça et je pense que ça va revenir plusieurs fois dans cette émission. On reste quand même dans une année de bull run avec une forme une légère euphorie et on voit beaucoup de grandes entreprises, d'ailleurs dans la finance ou pas, se lancer dans des initiatives crypto. Et ça, moi, ça me rappelle les années d'euphorie et de bull run sur les cycles précédents. Et donc, il faut arriver quand même à garder une forme de lucidité. On peut se réjouir des cours qui sont hauts, on peut se réjouir des initiatives. Et voilà, il faut bien se dire qu'il y a aussi des années qui sont plus difficiles et qui pourraient être devant nous. Ce qui est rigolo, c'est que le record du Bitcoin est tombé le jour du Bitcoin Pizza Day quand même. Hier, ce fameux jour, c'était le 22 mai hier. Et le 22 mai 2010, un homme a acheté 2 pizzas en Bitcoin avec 10 000 Bitcoins. Ces 10 000 Bitcoins, aujourd'hui, ils valent plus d'$1 milliard. Voilà. C'est-à-dire qu'avec les mêmes bitcoins, ils achèteraient aujourd'hui 70 millions de pizzas. Il doit s'en mordre les doigts un peu. Voilà, c'est hier, donc le jour du Bitcoin Pizza Day, que tout ça a eu lieu et que le Bitcoin a battu son nouveau record. Mais c'est vrai, vous le disiez, il y a de plus en plus d'intégration, d'initiatives pour effectivement rendre les cryptos plus accessibles et aussi les intégrer au système financier. On est dans l'ère des transitions. Il y a les transitions géopolitiques, on les vit tous les jours, environnementales, monétaires, et cette transition technologique. Donc dans les cryptos et les blockchains, les avancées. Par exemple, cette semaine, le XRP de Ripple, dont on a appris qu'il allait débarquer dans la finance traditionnelle. On va trouver le XRP de Ripple sur le plus grand marché de futurs
au monde, le CME Group. Ça, c'est un signe aussi clair. Oui, c'est un des multiples signes qu'on a depuis 1 an et demi maintenant d'hybridation entre la crypto et la finance traditionnelle. On voit que la finance traditionnelle a compris qu'il y avait une opportunité de marché dans le monde crypto. Ça a commencé avec Bitcoin, avec les ETF Bitcoin Spot, et ça se poursuit. Alors là, sur XRP, je ne crois pas qu'il y ait encore d'ETF Spot, mais par contre, il y a un certain nombre d'autres ETF XRP. Et on voit bien que la finance traditionnelle essaye de faire passer de très nombreux dossiers d'ETF Spot sur des différents altcoins, dont le XRP. Et on voit bien qu'il y a une demande aussi de la part des clients des entreprises financières plus classiques d'aller s'exposer à la crypto sans forcément passer par des acteurs crypto natifs qui leur font un peu peur. Voilà, et alors les technologies crypto, blockchain aussi, la tokenisation qui fait partie des grands enjeux. Kraken, d'après le Wall Street Journal, va tokeniser des actions de Wall Street, des actions boursières, des actions et pas n'importe lesquelles, d'Apple ou encore Tesla, qui seraient accessibles en tokens sur des blockchains publiques, en l'occurrence Owen. Ça aussi, c'est une avancée. En tout cas, ce serait une avancée si c'est confirmé. Tout à fait, et c'est drôle de se rendre compte en dézoomant un petit peu qu'on commence à avoir, et c'est la peut-être 3e, 4e fois qu'on l'aborde sur cette émission, mais on commence à avoir des initiatives qui vont dans toutes les directions entre finalement un merge de la finance traditionnelle et de ce qui est en train de se passer dans le monde de la crypto-monnaie depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les entreprises régulées et les institutions essayent de voir comment est-ce qu'elles peuvent apporter leur liquidité et leurs produits sur la blockchain, de façon totalement décentralisée pour permettre aux utilisateurs d'accéder à ces différents produits. Et on a des entreprises du monde de la blockchain qui essayent d'obtenir des licences et qui essayent de trouver des solutions pour distribuer leurs crypto-monnaies dans la finance traditionnelle, que ce soit à travers les solutions de Vanek, de BlackRock, mais petit à petit, ces différentes liquidités sont en train de se mélanger. Les investisseurs des deux mondes commencent à avoir accès aux solutions de l'autre monde et chaque entreprise essaye de comprendre ce qui lui manque pour pouvoir finalement tendre le bras et distribuer ces solutions à une nouvelle typologie d'investisseurs et permettre de diffuser ces produits encore à plus de monde possible. Alors l'encre crypto, on la trouve de plus en plus dans ces univers que vous décrivez l'un et l'autre, dans la finance traditionnelle et même dans la vie des villes, notre quotidien. Cannes forme tous ses commerçants au crypto depuis quelques mois et New York. On y est là, on est dans l'ambiance de New York. New York s'y met aussi. Le maire de New York veut faire... Heureusement, c'est pas que ça, New York. Le maire de New York veut faire de sa ville la capitale mondiale des cryptos. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Claire ? New York deviendrait capitale mondiale des cryptos. Quels usages pour les habitants de New York ? La première chose que ça signifie, c'est qu'effectivement, on est en bull run. Parce qu'il n'y a qu'en bull run qu'on peut voir des annonces de ce style avec des maires de grandes villes qui disent « ma ville va être la capitale de la crypto ». Et on sent qu'ils bénéficient de l'image positive de la crypto dans ce moment-là. Autant vous dire qu'il n'aurait absolument jamais fait cette annonce il y a 2 ans quand on était en plein marché baissier. Donc ça montre qu'on est dans une phase relativement euphorique. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on commence à voir des politiques qui se placent sur le sujet parce qu'ils comprennent qu'il y a un besoin, une envie en tout cas de la population de pouvoir, par exemple, payer en crypto. C'est l'une des annonces d'ailleurs du maire de New York, la potentielle possibilité de payer en crypto au sein des agences d'État de la ville de New York. Il veut aussi utiliser la blockchain pour aller horodater, certifier un certain nombre de papiers administratifs, papiers d'identité. C'est pas extrêmement clair, mais en tout cas, il a plein de projets et on voit bien qu'en se plaçant sur ces nouveaux sujets, ça lui donne une image encore plus positive auprès de son électorat. Effectivement, les cryptos entrent dans la vie des villes, dans la finance traditionnelle, et puis à travers les stablecoins, dans l'univers des monnaies également. Alors dans les stablecoins, l'euro est encore un nain, les stablecoins euros sont pas tellement importants, pour l'instant ils sont tout petits, mais un acteur européen, est en train d'émerger. Cet acteur, c'est SG Forge, cette branche de la Société Générale. SG Forge a déjà lancé un stablecoin euro et s'apprêterait désormais à lancer son stablecoin dollar. Un de plus, vous allez dire, ben non, là ce serait une première mondiale car il le lancerait sur une blockchain publique, à savoir Ethereum. C'est une info de The Big Whale. Ce serait la première fois, Claire, qu'un groupe bancaire lance son stablecoin sur une blockchain publique. Oui, alors ça dit quelque chose du fait que les banques se lancent dans la crypto. Ce que ça dit aussi quand même, c'est que Société Générale, ils ne vont pas juste lancer un stablecoin euro comme ce qu'ils imaginaient faire jusqu'ici, mais ils se penchent sur les stablecoins dollars. Et donc ça dit quelque chose sur la compétition qu'il y a entre le dollar et l'euro sur les blockchains. Et moi, quelque part, cette annonce, elle me réjouit pour Société Générale, mais elle m'inquiète un peu aussi, parce que ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, les Européens, demain, utiliseront du dollar plus que de l'euro s'ils utilisent des stablecoins. Et donc, il y a une vraie question aussi sur comment est-ce qu'on rend le développement des stablecoins euros attractif pour les entreprises, notamment les acteurs bancaires, mais aussi pour les acteurs crypto, puisqu'aujourd'hui, dans les choix stratégiques de Société Générale, ici, le choix principal, c'est un stablecoin dollar sur, il me semble que c'est Ethereum et Solana, donc des blockchains publiques.
Donc, Société Générale, a priori, est convaincue que l'avenir de la monnaie, c'est sur ces blockchains-là. Alors Cowen, ils s'étaient donné du mal. SG Forge a lancé leur stablecoin euro. Mais là, ils vont lancer sur une blockchain publique, donc plus importante, un stablecoin dollar. Tout à fait. Et ça pose certaines questions, mais il faut également être capable de regarder ce qui s'est passé. La Société Générale, enfin, le groupe Forge de la Société Générale, sont dans la blockchain depuis très longtemps. En 2017, ils émettaient déjà des obligations sur la blockchain Ethereum. Ils ont multiplié les initiatives en interne. Certaines ont pris plus que d'autres. Ils avaient déjà un stablecoin euro et aujourd'hui, ils se positionnent sur le dollar. Selon moi, il y a deux lectures possibles. La première, c'est une question de volume. Pourquoi aller sur un stablecoin euro quand il y a très peu de demandes, très peu d'inertie et très peu de personnes qui cherchent à les obtenir, sachant qu'en plus de ça, de par la régulation européenne, on peut le dire, on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de stablecoins euro, mais les stablecoins dollars sont beaucoup plus permissifs, en tout cas l'ont été à l'international, et ont permis certaines grosses initiatives, notamment Tether, qui est un monstre de plus de 150 milliards de volume. C'est, je pense, ça la deuxième lecture, c'est le fait qu'aujourd'hui, leur objectif n'est plus simplement d'essayer de voir comment faire un stablecoin régulé. Ils maîtrisent cette approche et ils l'ont déjà fait. L'objectif maintenant, c'est de faire un stablecoin régulé qui capte du volume, qui finalement est utile, qui serait utilisé dans la finance décentralisée et qui pourrait peut-être un jour concurrencer le géant du secteur, celui qui génère du revenu, celui qui a d'ailleurs généré plus de revenus par employé que BlackRock l'année dernière. Il s'agit de Tether qui domine très largement ce marché à plus de 70% de ses parts. Alors, une autre banque avance, Revolut. C'est une néobanque. Elle a annoncé vouloir faire de Paris son hub européen. Elle l'a annoncé en début de semaine à l'occasion de Choose France. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Paris, futur hub européen de telle ou telle société crypto. Mais là, Revolut annonce qu'ils veulent faire de Paris leur hub européen. En quoi Revolut, fort et puissant à Paris, ce serait, Owen, une avancée aussi pour l'écosystème crypto ? Pour être très honnête, je ne pense pas que ce soit que pour l'écosystème crypto. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la France de manière générale. C'est une entreprise qui, dans un contexte où on sait très bien que la France est particulière au niveau de sa régulation, c'est une entreprise qui est un monstre du monde bancaire, qui annonce plus de 200 emplois supplémentaires. C'est une initiative qui a une valorisation complètement dingue et qui va non seulement développer le côté crypto, puisque c'est l'un de leurs produits et ils sont en train de se positionner fortement sur ce secteur, mais c'est également un message très encourageant pour la place financière parisienne, puisque ça montre que Revolut trouve cette place très attractive et qu'il y a d'autres établissements financiers qui peuvent le trouver également. On est dans un contexte où on a de plus en plus d'acteurs qui décident de se développer en France. Il y a la banque N26 qui propose également de la crypto, qui a obtenu sa licence en France. Il y a également Trade Republic qui aujourd'hui commence à proposer de plus en plus de services et à prendre une place phénoménale depuis notamment quelques années avec le travail de Mathias Bacchino et de ses collaborateurs sur le territoire. Donc on voit qu'il y a de très grosses structures financières qui décident de se positionner en France et au-delà d'une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, qui finalement est un produit qui est couvert par presque toutes les néobanques et toutes les nouvelles sociétés financières qui prennent une position, ça prouve que Paris arrive à garder de l'attractivité. Et si la France, puisque la France, c'est vrai, reste une place forte des cryptos et on doit tous s'en réjouir, c'est vrai, l'attractivité française fera à chacun d'entre nous la force de demain. Et puis nos enfants, nos petits-enfants, ils ont besoin de cette attractivité que la France essaie de bâtir au jour le jour dans ces technologies d'avenir. Et si la France avait aussi son petit micro-stratégie à elle, vous savez, micro-stratégie qui s'appelle maintenant Stratégie et qui n'arrête pas d'acheter des bitcoins. Eh bien, le site entreparticuliers.com a surpris tout le monde. Oui, entre particuliers, ce site que vous avez peut-être, vous tous qui nous suivez, déjà fréquenté. Eh bien, entreparticuliers.com va investir sa trésorerie, pas en bitcoin, mais, alors pour le coup, en Ether. 1 million d'euros de trésorerie Ether pour entre particuliers. Qu'est-ce que ça dit, ça, Claire ? C'est un choix audacieux, je dirais. En tout cas, le choix d'investir sur l'Ether et pas du tout sur Bitcoin, je trouve que c'est un pari assez osé. Ça, je pense, rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire toutes ces annonces d'entreprises qui, dans une période d'euphorie, investissent une partie de leur trésorerie en crypto-monnaie, pas juste pour l'opportunité financière, mais aussi pour la communication que ça leur permet de faire vis-à-vis de leurs investisseurs, vis-à-vis de leurs partenaires, pour montrer aussi que ce sont des entreprises innovantes et qu'elles se penchent sur ces innovations. Donc ça reste une bonne nouvelle dans le sens où c'est un signal positif pour la crypto, mais voilà, je pense qu'il faut aussi prendre ce genre de nouvelles avec du recul. Les pros des cryptos, c'est votre machine à condenser le temps. Chaque semaine, chaque vendredi, on refait l'actu de la semaine en une grosse vingtaine de minutes à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto, bien évidemment. La sécurité. On va en parler évidemment parce qu'elle revient au centre des enjeux après les diverses tentatives d'enlèvement dans le secteur crypto. C'est l'objet de la question crypto qui claque.
Chaque semaine, on vous pose à l'un et à l'autre cette question. Claire et Owen, la voici. La France est-elle devenue plus dangereuse que les autres pays pour les investisseurs en crypto? Oui ou non? Vous tous qui nous suivez, vous pouvez aussi bien sûr voter et participer. N'hésitez pas sur notre fil X BFM Crypto. Claire, votre point de vue, la France est-elle devenue plus dangereuse que les autres pays pour les investisseurs crypto? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Pour vous, Owen? Oui. Oui. On va regarder dans un instant vos réponses à vous tous, qui vont aussi voter sur nos réseaux sociaux, mais vous avez l'air d'être assez convaincu de votre réponse. Owen, qu'est-ce qui vous pousse à penser que la France est pire que tous les autres pays du monde, en ce moment en tout cas, pour l'écosystème crypto, pour la sécurité des entrepreneurs crypto? C'est un petit peu dur parce que ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que j'ai vécu une agression de ce genre, donc naturellement, me prononcer sur la question, je vais avoir évidemment, ça va être difficile de ne pas dire oui et de répondre autrement. Après, il faut quand même nuancer ça avec la façon dont le gouvernement a réagi. Très récemment, on attend des résultats, mais il y a eu une prise de conscience et donc je n'ai pas non plus envie d'insulter l'avenir. Les différentes agressions en France ont poussé le gouvernement à faire certaines choses et je pense que ça portera ses fruits. Mais quand on regarde les chiffres, sur 23 agressions en 2025, il y en a eu 6 en France sur des acteurs de l'écosystème crypto. Donc naturellement, c'est difficile de répondre autrement pour le moment. Dans le monde, cette année, il y a eu 23 agressions d'entrepreneurs ou d'investisseurs crypto, 23, dont 6 en France. Alors, il y en a eu un peu plus aux États-Unis, il y en a eu 7 aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont 5 fois plus nombreux. Et donc, juste derrière vient la France. C'est-à-dire que rapporté au nombre d'habitants, c'est en France que cette année, pas les années précédentes, mais que cette année, on trouve le plus d'agressions, en l'occurrence, Claire. Ah oui, mais c'est pas du tout satisfaisant, effectivement, et c'est pour ça qu'on espère que les pouvoirs publics vont réagir. J'essaye d'apporter un peu de nuance ici parce que ce nombre de 23, il est au total, évidemment, c'est 23 de trop, mais il n'est pas extrêmement élevé. Donc, je trouve ça compliqué d'en tirer des conclusions statistiques à long terme. On peut aussi tout simplement avoir fait face dans les derniers mois, la dernière année, à une sorte d'effet de mode dans les réseaux criminels qui ont ciblé des entrepreneurs français. Et j'ose espérer que les réponses des pouvoirs publics désormais vont être à la hauteur, non seulement en termes de protection des personnes, mais aussi en termes de démantèlement de ces réseaux. On va regarder vos réponses à vous tous sur le fil X BFM Crypto. C'est des sujets très sérieux. Et pour vous, la France est-elle devenue plus dangereuse que tous les autres pays? Ouf. À 78%, vous répondez oui. Alors, il se trouve que les autorités tentent d'apporter une réponse, une riposte, sauf que les fuites de données restent en plus extrêmement nombreuses, ce qui vient à aggraver aussi on va dire, l'exposition d'un certain nombre d'investisseurs. Il y a eu une fuite de données encore il y a quelques jours sur Coinbase. Quels sont, Owen, les pare-feux possibles? Parce qu'en plus, c'est vrai, il y a toutes ces fuites de données qui fragilisent les acteurs crypto. Il y a plein de façons qui sont envisagées pour protéger encore plus les entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu nuancer mon propos tout à l'heure en disant qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites en France, notamment l'initiative du député Paul Midi, qui est en train d'essayer de faire en sorte et qui a déposé un amendement afin qu'on ait le droit de cacher justement l'adresse, notamment au greffe, des entrepreneurs et des représentants de certaines sociétés, puisqu'ils étaient directement opposés par la loi, puisque c'est la loi qui venait exposer l'adresse de ces entrepreneurs. En parallèle de ça, il y a également des méthodes qui permettent de, entre guillemets, splitter, séparer l'information entre les utilisateurs qui valident leur identité, qui est une obligation légale de conformité, et leur adresse, qu'on est venu d'ailleurs généralement justifier, puisqu'on leur a demandé de fournir une preuve de l'authenticité de leur adresse. Le fait de scinder ces informations, de les conserver différemment et à différents endroits, ça permet, en cas de fuite de données, étant donné qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont régulées et qui se doivent de collecter ces données, de protéger les utilisateurs. Le point qui est assez important, c'est de préciser quand même qu'en 2027, il y a des obligations qui vont rentrer en vigueur, notamment les obligations AMLR en Europe, et qui vont forcer tous les acteurs à collecter encore plus de données très précises sur leurs utilisateurs. Et ce sera d'autant plus important de régler ces problèmes avant que ça rentre en vigueur, parce que sinon, ça pourra tout simplement mettre en danger et exposer ces différents utilisateurs. On est ensemble, on est vendredi, si vous nous suivez ce week-end, tout va très bien, c'est les pros des cryptos, sans date de péremption et sans conservateur, vous avez la substantifique moelle, l'arôme sans artifice de cet écosystème crypto grâce aux meilleurs experts, les pros des cryptos. Et pendant ce temps, vous voulez rebondir là-dessus, peut-être d'ailleurs sur la sécurité et les mesures qui sont mises en place, différentes annonces, on est au milieu du chemin, on est au début, on est à destination sur les mesures prises en matière de sécurité, Claire? Alors, on est encore loin de la destination, mais en tout cas, on est clairement dans un début, on va dire, déterminé, et ça c'est une très bonne chose. Je voudrais quand même déjà souligner ce que dit Owen sur le fait que la collecte de données
qui est poussé toujours plus loin aujourd'hui par les pouvoirs publics, est vraiment problématique, parce que toujours plus de collecte, ça met les gens en danger. Et donc, il y a un vrai combat politique à mener là-dessus. Et la deuxième chose, il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Et donc, je voudrais rappeler que quand on parle de sécurité, il y a évidemment les mesures qu'on donne publiquement à la presse. Et puis après, on peut aussi imaginer qu'il y a des mesures mises en place qui ne sont pas forcément communiquées au grand public. Et c'est très bien comme ça. Et pendant ce temps, rien à voir. Pendant ce temps, en Argentine, Javier Milei avait été accusé il y a quelques mois de promouvoir une arnaque crypto. Où en est l'enquête? Owen, Javier Milei a tout simplement décidé de fermer l'unité qui était chargée de cette enquête. Est-ce que du coup cette enquête est terminée? Non, mais je pense qu'il faut peser tous les mots dans cette phrase. Une unité a été mise en place pour mener une enquête, pour savoir justement si le nouveau président argentin avait abusé de sa position pour réaliser de la communication et faire connaître une arnaque, un scam. Il a décidé de dissoudre cette unité. Je pense que tout est dit, tout est très clair. Alors non, l'enquête n'est pas terminée. Il y a également une class action qui a été montée aux États-Unis et qui justement reproche au président argentin d'avoir abusé de sa position pour mettre en place une arnaque, de centaines de millions de dollars qui ont été pas volés, entre guillemets, mais qui ont été directement pris aux différents investisseurs qui ont cru en cette initiative qui a été justement promue par le président argentin. Mais alors que le Sénat en place est majoritairement composé par l'opposition de la présidence actuelle, certains se sont fait entendre et ont dit que ce n'était pas terminé. Les enquêtes vont continuer et ils iront au bout pour savoir si réellement il y a eu justement un abus de la position du président argentin. Et si c'est le cas, ils iraient jusqu'à demander une destitution. Encore une fois, attention, il y a une différence entre ce qu'on pourrait demander réellement et ce qu'il pourrait réellement être appliqué. Encore une fois, ça dépend du délit qui a été fait, ça dépend de l'erreur, ça dépend de l'abus qui a été commis et on n'a aucune visibilité sur la réalité de ce qui a été fait pour le moment. L'Argentine, fan de foot, alors on va quand même aussi parler un peu de foot en cette fin des pros des cryptos. Vous suivrez la semaine prochaine le PSG, bien sûr. Ici, c'est Paris. Ouais, ici, c'est Paris. Le PSG donc face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour vous, ce sera le PSG ou Milan, Claire? Vous m'apprenez l'existence de ce match, Guillaume. Donc... Owen. Pour être totalement franc, j'aimerais que ce soit le PSG, mais j'aimerais aussi qu'on puisse conserver les champs dans un bon état, si vous voyez ce que je veux dire. Pour vous, ce sera PSG ou Milan. Donc ce sera le PSG qui va perdre. C'était ça la question, c'est lequel va perdre. Pour vous, ce sera le PSG, c'est ça, Owen? C'est bien ça? J'aimerais quand même que le PSG gagne ce match. Bon, pourquoi on parle de ce match? Parce que dans le foot aussi, on avance vis-à-vis des blockchains et des cryptos. La FIFA entre dans la place. La FIFA compte, les amis, lancer sa propre blockchain. C'est une des infos de la semaine aussi pour conclure les pros des cryptos, Claire. Oui, c'est une information qui m'a rendu un peu sceptique. Je suis toujours sceptique quand je vois des entreprises qui veulent lancer leur propre blockchain, parce que je pense qu'il y a suffisamment aujourd'hui de blockchains existantes pour pouvoir mener des projets intéressants. Je pense que tant du point de vue de la FIFA que des clubs de foot, il y a des choses à faire avec les cryptos pour réinventer la relation aux fans, par exemple. Maintenant, monter une blockchain, c'est un travail extrêmement fastidieux, long, difficile, tant d'un point de vue informatique que réglementaire. Donc voilà, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller de profiter des infrastructures existantes. Ouais, ça crée des emplois en même temps. Il y en a qui vont trouver des occupations à créer une nouvelle blockchain, encore une. Merci à tous nos pros des cryptos, nos deux pros, Owen Simonin, Meria Asher. Combien d'abonnés, Asher? Je ne serais même pas capable de vous dire. Ça monte, mais je ne regarde pas tous les jours. Vous avez raison d'ailleurs. Merci à Claire Balva aussi pour Débloc et félicitations donc pour cette licence Mika obtenue là aujourd'hui, c'est tout frais. Les pros des cryptos à retrouver tout le week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.